très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du MAG sur School TV. Aujourd'hui, on parle d'un trouble qui touche pas moins de 2 millions de Français. Vous l'aurez compris, ça peut vous concerner. C'est parti pour le sommaire. 4 lettres pour TDAH, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. 800 000 enfants sont tout de même diagnostiqués aujourd'hui en France. Mais de quoi parle-t-on? La réponse avec la loupe d'Irina Capron, ce sera dans un instant. Bonjour Irina. Détecter puis faire reconnaître ce trouble, parfois ça s'apparente à un véritable parcours du combattant pour les parents. Quels sont les effets du TDAH? Vous allez voir qu'ils peuvent être dramatiques et pas seulement sur le plan scolaire. Et puis, quelle prise en charge pour le déficit de l'attention? Comment guider et surtout rassurer les parents? On s'attardera sur le travail de certaines associations. On ira aussi faire un tour du côté de l'étranger et vous verrez que le retard dans ce domaine, clairement, est mondial. On en parle dans un instant avec notre invité. Bonjour Gilles-Marie Vallet, merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre. Je rappelle l'un de vos derniers ouvrages, Les 101 règles d'or de l'éducation bienveillante. C'est aux éditions Larousse. Pour l'heure, on sort la loupe. Salut Irina. Bonjour Patrice. Le TDAH, salut, c'est quoi? Alors, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble neurodéveloppemental qui touche, comme vous l'avez dit, 2 millions de personnes en France, dont 800 000 en France. 800 000 enfants, oui, pardon. Cela concerne environ un enfant par classe. Il s'agit du deuxième trouble le plus fréquent en psychiatrie de l'enfant. Il se caractérise par de l'inattention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité. Alors, il peut causer un échec scolaire, une mauvaise inclusion en classe ou encore un handicap cognitif. Comment on diagnostique son enfant TDAH? Alors, une évaluation est indispensable pour établir le diagnostic de TDAH. Cette évaluation repose sur plusieurs interventions psychiatriques, psychologiques, pédagogiques et orthophoniques. Il faut que l'enfant présente des symptômes hyperactifs, inattentifs, impulsifs depuis au moins 6 mois. Alors c'est un diagnostic très complexe parce que l'expression du trouble varie d'un individu à l'autre et les symptômes ils sont différents selon l'âge. Mais grâce à ce diagnostic, l'enfant va comprendre son attitude, il va se sentir valorisé et surtout encouragé. Irina, quelles sont les principales difficultés justement par ces enfants? Un enfant qui souffre de TDAH a du mal à gérer son attention, son impulsivité ou encore son hyperactivité. Alors je vais vous donner quelques exemples que l'enfant TDAH peut rencontrer en classe. Il va avoir des difficultés à rester assis sur sa chaise, il va avoir plus tendance à se tortiller, jouer avec son matériel. Un peu la bougeotte quoi. Exactement, faire du bruit. Il va également avoir tendance à couper la parole, il va avoir des difficultés à attendre d'être interrogé. D'ailleurs, le youtubeur PsychoQuack nous donne également un autre exemple pour comprendre ce que ressent un enfant TDAH en classe. Regardez. Déjà, le contrôle, il l'a foiré. Il n'a pas répondu à la moitié des questions. Bah oui, son attention a été détournée constamment par les petits oiseaux qui piaillaient à la fenêtre. En plus, il est dyslexique, maladie qui est souvent associée au TDAH. Du coup, il se foire alors qu'il avait bien bossé. Il comprend pas, il croit qu'il est nul, son estime de lui-même baisse. Ensuite, il doit faire son cartable. Mais son cerveau, il sait pas comment faire. En plus, le prof et les copains parlent ensemble, et là, c'est trop hardcore. Qu'est-ce qu'il doit faire? Son cerveau est perdu. Il fait n'importe comment son cartable, il n'a pas de quoi faire ses devoirs, se fait engueuler par ses parents, son estime de soi diminue, sa relation avec ses parents se détériore, et en plus, il est passé pour une quiche auprès de ses potes. Voilà, et Irina, il n'y a pas qu'à l'école que ça peut être compliqué pour ces enfants. Effectivement, les parents vont remarquer quelques problèmes au sein de la maison. L'enfant va avoir du mal avec la routine, il va avoir des difficultés à jouer seul, il va avoir ce besoin d'être au centre de l'attention, il va avoir également des difficultés à gérer ses émotions, il pourra faire beaucoup de crises de colère, ressentir énormément de frustration et avoir une faible estime de soi. Alors selon une consultation en ligne menée en 2019 auprès de 950 familles, à 80% des enfants concernés rencontrent d'importantes difficultés comme le harcèlement, le décrochage de la scolarité, de l'anxiété, voire de la dépression, ce qui n'est pas à négliger. Merci beaucoup Irina, on creuse encore un peu plus le sujet dans Expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Gilles-Marie Vallet, qui est pédopsychiatre. Je rappelle deux de vos ouvrages, L'enfant de 6 à 11 ans, L'âge de raison, l'étape cruciale, c'est chez Larousse. Et puis Les 101 règles d'or de l'éducation bienveillante, c'est également, vous êtes fidèle, chez l'éditeur Larousse. Peut-on parler de parcours du combattant pour les parents ?
Oui, d'autant que ce parcours commence déjà par le regard de l'environnement. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, c'est effectivement un comportement qui très facilement peut être interprété comme une mauvaise éducation, un enfant capricieux, alors que c'est effectivement des troubles qui dépassent la volonté. Ce sont des troubles que l'enfant ne peut pas effectivement contrôler, que ce soit son attention, qu'il a effectivement du mal à concentrer, ou son agitation, son impulsivité, comme vous l'avez très bien décrit, qui demande d'être accompagné pour pouvoir effectivement être ensuite géré. Faire reconnaître ce trouble, ça peut être encore plus délicat, plus complexe que l'identifier. Alors aujourd'hui, heureusement, ça commence à être connu, Connu. donc reconnu, mais effectivement, la reconnaissance, c'est celle de l'environnement. La connaissance, c'est celle effectivement des experts. Et heureusement maintenant, même les enseignants sont assez informés. Alerte, Et informés. je le vois sur le CMP où je travaille, beaucoup d'enfants, Le CNP, c'est centre médico-psychologique, qui est donc un centre de consultation, de diagnostic et bien sûr de prise en charge. Les enfants et les parents sont très souvent orientés directement par les enseignants qui, plutôt que de se concentrer, plutôt que de se contenter de dire oh là là, cet enfant est ingérable, suggèrent aux parents mais peut-être que vous devriez consulter, peut-être qu'il y a quelque chose à identifier. Mais alors, c'est quoi justement aujourd'hui les principaux obstacles en France pour faire reconnaître le TDAH, pour le faire reconnaître? Peut-être que le principal, je dirais le principal problème, c'est qu'il y a une demande et qu'il y a malheureusement pas beaucoup de place dans les centres qui accueillent. Donc il y a des listes d'attente, il y a des. D'accord. Mais ensuite, effectivement, je pense que les spécialistes vont effectivement pouvoir l'identifier. Irina. Vous l'avez dit, monsieur, ça a été un trouble qui a souvent été associé à une éducation laxiste, alors qu'on sait que ce trouble est d'origine partiellement génétique. Est-ce que cela signifie automatiquement que l'un des deux parents a le trouble depuis l'enfance? Alors, pas forcément, d'autant que si on veut vraiment être précis, on parle de troubles multifactoriels. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a probablement cette dimension génétique qui n'est pas facilement identifiable du fait qu'il n'y a pas, à la différence, je dirais, des yeux bleus ou, je dirais, un gène de l'hyperactivité. Il y a également souvent un contexte environnemental. Parfois, ça peut être effectivement des complications au moment de l'accouchement, de la grossesse. Parfois, ça peut être effectivement un contexte environnemental, socio-familial ou autre. Et puis, il y a, et là, c'est vraiment objectivé aujourd'hui par les neurosciences, il y a un vrai dysfonctionnement neurobiologique qui va se traduire par pour être simple, un mauvais fonctionnement des circuits de l'attention, des circuits neuronaux au niveau du cerveau de l'attention. Et parce qu'il y a effectivement des troubles au niveau de la sécrétion des neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, ce sont ces petites molécules qui permettent de transmettre l'information au niveau des neurones, et donc qui concernent donc plus souvent la noradrénaline ou la dopamine, et qui va effectivement affecter l'attention et la concentration. On ne va pas voir quelqu'un comme vous, c'est un pédopsychiatre, vous nous orientez vers un neuropsychiatre, c'est ça? Alors, le diagnostic est lui aussi pluri-expertal, je dirais. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, il est important qu'il y ait une évaluation psychiatrique, pédopsychiatrique, mais qu'il y ait aussi une évaluation neuropédiatrique. Parce que ce qui va être aussi intéressant ou important, c'est d'identifier ce qu'on pourrait appeler une comorbidité, c'est-à-dire le fait qu'il puisse y avoir d'autres troubles associés. Tout à l'heure, votre chroniqueur parlait de dyslexie, et c'est vrai que ça peut être important d'identifier, et là, ça passe par un bilan fait par un orthophoniste, s'il n'y a pas effectivement des troubles de l'expression écrite. Qu'il y a la dyslexie et également la dyspraxie. Voilà, alors ce sont des troubles de l'expression écrite ou de l'expression du mouvement. Donc ça va être aussi important, vous parlez de la dyspraxie, de consulter éventuellement ou de faire un bilan psychomoteur pour là aussi évaluer l'éventualité de troubles psychomoteurs. Et on a assez justement de praticiens, de professionnels, parce que ce que vous me dites, c'est que ce sont des gens qui sont quand même comme vous très très spécialisés. J'imagine qu'il faut avoir quelques contacts, sinon la liste d'attente sont assez longues, non? Tout à fait. Quand on le voit aujourd'hui, les parents qui prennent rendez-vous chez une orthophoniste, c'est 6 mois d'attente. Et après, on imagine que c'est aussi un budget. Est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer? Parce que Irina disait effectivement que souvent c'était héréditaire et que du coup les parents, quand ils diagnostiquaient leur enfant et qu'ils voyaient qu'ils avaient ce TDAH, ils se demandaient si eux-mêmes ne l'avaient pas. On peut s'auto-diagnostiquer ou c'est plus compliqué que ça? Alors,
c'est plus compliqué. Après, on va effectivement retrouver des similitudes. C'est-à-dire qu'avec le souvenir, on dit « Ah oui, c'est vrai que gamin, j'étais comme ça. C'est vrai que moi aussi, j'avais... » Et donc, on peut effectivement trouver des similitudes. Alors, de là à poser un diagnostic, c'est évidemment un peu subtil, mais effectivement, on peut parfois se retrouver. Et ce qui, d'ailleurs, souvent... c'est plutôt bénéfique pour l'enfant et la compréhension que les parents peuvent avoir effectivement d'un trouble qui peut effectivement, vous le disiez, déborder de la sphère scolaire et avoir des retentissements au niveau familial, au niveau social, avec des voisins qui ne comprennent pas, qui se plaignent parce qu'ils entendent des bruits, etc. Bien sûr. C'est Irina. pas toujours facile. Il est recommandé d'attendre 6 mois que l'enfant présente ses symptômes pendant 6 mois minimum. Pourquoi attendre ce laps de temps qui est quand même assez important? 6 mois, c'est quand même assez long. Alors, j'ai envie de dire que là aussi, les choses sont sans doute à nuancer et à interpréter. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on leur recommande d'attendre 6 mois, bien souvent, les parents, ça fait des mois et des mois, voire des années, qui subissent les choses. Ouais. De la même façon qu'effectivement, le parcours scolaire a souvent été déjà émaillé dès la maternelle de difficultés qui ont été repérées. C'est pour ça que lorsqu'on parle de 6 mois, c'est plus par rapport à des troubles qui viendraient à apparaître et qui pourraient être réactionnels donc à un moment dépressif, ou, et c'est un autre diagnostic, qui pourrait plus s'apparenter à ce qu'on appelle des troubles oppositionnels avec provocation, qui peuvent être des troubles, je dirais, localisés dans le temps. Une période que l'enfant traverse de difficultés X ou Y qui vont s'exprimer comme cela, mais qui vont ensuite disparaître. C'est-à-dire que cette recommandation d'attendre 6 mois, c'est parce qu'effectivement, parfois, il peut y avoir effectivement une période particulière pendant laquelle l'enfant, parce qu'il va pas trop bien pour différentes raisons, va manifester des symptômes, mais ces symptômes ne sont pas effectivement forcément dus à ce TD. On imagine que les parents doivent être dans une situation parfois totalement un peu perdus, voire bouleversés pour certains, parce que des fois ça se traduit quand même, on a vu certains cas par du harcèlement scolaire, donc ils sont inquiets. Quels sont les mots que vous dites aux parents pour les rassurer? Alors forcément, ils ne sont pas médecins, mais comment ils font? Quelles sont les clés que vous leur donnez? Je pense qu'une première étape est aussi de les, entre guillemets, déculpabiliser. Parce que bien souvent, c'est vrai que le parent va être partagé entre des moments où effectivement il est désemparé parce qu'il ne sait pas quoi faire, des moments où il est réellement énervé parce qu'effectivement lui aussi se prend de plein fouet ses difficultés relationnelles, et puis d'autres moments où il a effectivement besoin d'être rassuré. Et dans ces moments-là, c'est vrai que ça va être important de dire qu'il existe quand même un arsenal de prise en charge, de traitement au sens très large du terme, c'est-à-dire que de prise en charge plutôt psychodynamique ou thérapeutique. Psychodynamique, c'est quoi, pardon? Disons qu'ils vont agir dynamique sur le psychisme, l'émotion, le comportement. Et puis, en dernier ressort, il existe aussi des médicaments qui peuvent effectivement être une aide précieuse pour permettre à l'enfant d'être plus concentré, plus attentif. Voilà. Le médicament est le dernier ressort au traitement? Alors, dans ma pratique. Il faut avant passer par des examens psychologiques pour atténuer, pour l'inattention. Alors, les examens, les bilans vont permettre d'affiner, de confirmer le diagnostic, et éventuellement d'identifier des troubles associés. Ce ne sont pas là le traitement. Les traitements passent avant tout par des mesures à la fois de thérapie comportementale pour aider l'enfant justement à mieux gérer son comportement, parfois psychodynamique au sens plus large, c'est-à-dire qui vont aussi avoir pour fonction d'aider l'enfant à comprendre et donc à mieux gérer ses émotions. Parfois, c'est aussi dans le cadre d'une prise en charge ou d'une thérapie familiale qu'il y a des choses aussi à mobiliser. Et puis, des prises en charge plus directement centrées sur je dirais les effets de ce trouble de l'attention et avec hyperactivité, à savoir la psychomotricité qui va aider à mieux gérer justement cette impulsivité ou ces difficultés comportementales, ou de l'orthophonie lorsqu'il y a effectivement des troubles des apprentissages. Donc voilà. Et très important aussi, des mesures d'adaptation scolaire. Parce que bien souvent...
Voilà. Bien Quel sûr. accompagnement à l'école, justement? Est-ce qu'il faut forcément un accompagnement individualisé? Alors, c'est effectivement quelque chose qui peut s'envisager. Alors souvent, on l'envisage dans un second temps parce que c'est pas simple à concevoir pour les parents et à accepter pour l'enfant. Alors, l'accompagnement individualisé, peut-être qu'on peut préciser, c'est-à-dire qu'effectivement, pour aider l'enfant à justement canaliser son attention, faire la bonne sélection des informations qui sont pertinentes de retenir pour apprendre et celles qu'il faut ignorer, le cuicui des oiseaux ou l'agitation des autres enfants. C'est vrai que un AESH, c'est-à-dire un accompagnement de l'enfant en situation de handicap, peut être une aide précieuse parce qu'effectivement, lorsque l'enfant commence à se détacher, hop, on le recentre sur sa tâche. Lorsqu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, parce que hop, on peut accompagner ses apprentissages. Mais avant cela, parce que pour pouvoir bénéficier d'un AESH, il faut monter un dossier, donc c'est pas simple. Un dossier qui passe par la MDPH, sigle qui peut faire peur aux parents, parce que MDPH, c'est Maison départementale des personnes handicapées, et tout de suite, je rassure les parents, un enfant présentant un TDAH n'est pas un enfant handicapé. En revanche, son trouble le place dans une situation de handicap. Et ça, c'est fondamental, parce qu'effectivement, lorsqu'on entend MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, non, mon enfant n'est pas handicapé. Et je les rassure, non, votre fils, votre fille n'est pas handicapée. Mais elle présente, ou plutôt son trouble, l'handicap dans ses apprentissages, dans son quotidien, dans ses relations aux autres. Et donc, à ce titre, il ou elle peut tout à fait bénéficier d'une aide et d'un dossier. Que l'enfant soit, oui ou non, dans une situation de handicap, j'ai l'impression que le côté paperasse, il reste le même. On a progressé là-dessus ou pas? Alors non, on n'a pas progressé. Encore, la ministre, Mme Cluzel, dire qu'on avait progressé, on a progressé, mais c'est encore énorme, c'est ça? C'est encore énorme, surtout qu'on a informatisé les choses et ce qui devrait prendre moins de temps, on prend davantage parce qu'il faut scanner les dossiers. Enfin, bref, c'est pas simple. Allez, justement, oui, pardon. Juste avant ça, en classe, déjà, il y a des choses qui peuvent être mises en place. C'est-à-dire que si l'enfant qu'on aura tendance à mettre au fond de la classe parce qu'il est turbulent, au contraire, on le place devant, c'est-à-dire qu'on l'aide à centrer son attention parce qu'il est moins attentif à ce qui se passe derrière. Si effectivement on lui propose des outils qui vont lui permettre, par exemple, une règle pour lire et pour éviter que son attention se perde sur la feuille, si éventuellement on peut même, pour certains chez qui rester assis est difficile, proposer ce qu'on appelle des coussins lestés. C'est-à-dire que c'est un petit coussin qu'on se met sur les genoux et qui, par le poids, rappelle à l'enfant que non, voilà, faut pas se lever. Et qui lui permet, hop, de s'ancrer, c'est ça? De s'ancrer, de s'ancrer. Sur c'est super il y a plein de choses qui peuvent être envisagées. On continue à en parler, juste après l'info en plus. Irina Capron, comment ça se passe à l'étranger pour diagnostiquer et surtout pour traiter le TDAH? Eh bien, malheureusement, c'est compliqué partout dans le monde. D'accord. 79 auteurs dans 27 pays et 6 continents se sont réunis lors d'un consensus international organisé en mars dernier. Donc, c'est quand même très récent. L'objectif, se battre pour lutter contre le retard de diagnostic et de traitement. Alors, selon le psychologue américain Stéphane Faraone, les idées fausses sur le TDAH stigmatisent les personnes touchées, réduisent la crédibilité des professionnels et retardent le traitement. Pourtant, c'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. La littérature médicale le décrit depuis 1775. Alors pourquoi parle-t-on d'un trouble méconnu et incompris? Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Docteur. Oui, docteur. La question s'adresse à moi. Je pensais que les spécialistes réunis avaient un peu résolu la question. Je pense qu'effectivement, si c'est compliqué et si c'est méconnu, entre guillemets, c'est parce qu'il y a effectivement des intrications avec tout ce qui est du registre de l'éducatif, de l'apprentissage. Et c'est vrai que lorsque l'attention est parasitée en permanence, ça affecte aussi les compétences cognitives. Et donc, forcément, ça favorise des biais d'interprétation. C'est-à-dire que l'enfant, il est considéré soit comme idiot, soit comme mal poli, soit comme... Et effectivement, lorsqu'on va proposer des pistes diagnostiques, c'est mal... C'est-à-dire que vous me dites que, docteur, qu'il y a une distorsion entre tel que l'élève est vu et tel qu'il est et tel qu'il est vu, c'est ça? Il y a une distorsion entre l'ultrasensibilité et le côté pleurnichard, entre il est un peu dans sa bulle, dans la lune, et finalement, on pense qu'il est mal élevé? Ça se traduit comme ça dans la société aujourd'hui? Bien souvent, et l'idée de poser un diagnostic ou de proposer des pistes qui ne soient pas justement purement éducatives, souvent est perçue un peu comme du laxisme ou une trop bienveillance vis-à-vis de l'enfant. Alors
Effectivement, on le sait, le développement d'un enfant, enfin un enfant n'est pas un être qui arrive au monde tout ready-made, prêt à fonctionner. Il passe par des étapes de développement cognitif, mais aussi de développement d'un certain nombre de fonctions comme la concentration, l'attention, l'intégration des règles qu'il faut respecter. Et si tout ça est parasité justement par ces troubles de l'attention, forcément, ça ne se développe pas aussi bien. Irina élargit un petit peu le spectre. Vous pensez, vous qui avez un œil un petit peu sur ce qu'il fait à l'étranger, qu'il y a tout de même un bon élève à l'étranger, avec une approche cohérente? On a tendance à désigner les pays du Nord comme des bons élèves. Oui, les Scandinaves, tout ça. Les Scandinaves. Je pense que le fait qu'ils soient dans les premiers à avoir favorisé ce qu'on appelle l'éducation bienveillante ou positive, c'est-à-dire qu'en essayant justement de favoriser ce qui va rassurer ou encourager justement les bons comportements au détriment des mauvais, sans les stigmatiser en les sanctionnant, je pense que ça peut favoriser justement cette prise de conscience que l'enfant est débordé par un trouble et qu'à partir de là, ce qui va être important, c'est plutôt de favoriser justement ses capacités à mobiliser ce qu'il y a justement de bon, de fonctionnel chez lui, plutôt qu'au contraire se contenter de sanctionner ce qui dysfonctionne. On peut guérir d'un TDAH ou on est condamné à vivre avec? Alors, on peut l'améliorer. Alors, je dirais pas guérir parce que guérir supposerait que c'est une maladie. Maladie, c'est pas une maladie, pardon. Voilà, et je pense pas que ce soit une maladie. C'est effectivement un trouble, et un trouble développemental. Ce qui veut dire que en boostant, en stimulant de façon positive, en aidant à une meilleure, j'ai envie de dire, coordination de tous ces éléments, on peut améliorer ce développement. Et donc, favoriser le fait qu'indépendamment effectivement d'un certain nombre de choses avec lesquelles l'enfant est né, les choses s'améliorent. Et s'améliorent effectivement de façon radicale. Donc c'est important de le dire. Irina. Alors nous avons vu que les garçons étaient plus susceptibles d'avoir ce trouble que les filles. Pourquoi? Alors, probablement parce qu'il y a effectivement un élément parmi tous les facteurs qu'on a évoqués qui est génétique, et qu'effectivement en génétique il existe, même si aujourd'hui avec les débats sur le genre il faut être très prudent de ce qu'on dit, des différences, c'est-à-dire qu'effectivement génétiquement on est XX ou XY, et ces différences chromosomiques peuvent effectivement se retrouver sur le plan génétique à différents degrés. Mais encore une fois, je dirais on a encore beaucoup de chemin à faire pour identifier précisément les facteurs génétiques du TDAH. Et puis il y a probablement, j'évoquais les facteurs environnementaux, je pense qu'effectivement l'attitude qui en elle-même peut être thérapeutique, va être différente vis-à-vis des garçons et des filles. Donc je pense qu'effectivement, inconsciemment, involontairement, on n'est plus, entre guillemets, thérapeutique avec une petite fille qui présente effectivement ces troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc, quelque part, on va, même si on n'en a pas conscience, être effectivement plus contenant, et aider finalement à la concentrer, alors qu'effectivement, encore maintenant, on peut avoir tendance à être plus, sur un versant plus de sanctions, avec un garçon, un petit garçon, chez qui les comportements vont être plus perçus comme des comportements irrévérencieux. D'accord. Ou une agitation, vont être plus jugés sur le plan de l'éducation et du comportement. Votre message aux parents, c'est en gros, quand on apprend ce diagnostic, c'est pas de panique, il y a des solutions, et peut-être un mot sur le travail des associations. On sait qu'ils font un travail formidable, qui comble peut-être un certain manque de l'État aujourd'hui. Ou c'est un peu dur de dire ça. Non, c'est pas dur, parce qu'effectivement on manque. Alors il y a vraiment eu des progrès dans la mesure où effectivement par l'intermédiaire de la MDPH, les parents et les enfants donc peuvent bénéficier d'aide, d'aménagement sur le plan scolaire. Mais vous allez me dire qu'on part de tellement loin. On part de loin, et puis surtout les associations vont faire un travail qu'il n'est pas forcément possible de faire par l'État ou par l'école, à savoir tout ce qui va être accompagnement des parents, transmission d'une expérience, qui font que des parents qui sont passés par là, qui ont effectivement été confrontés à des obstacles, à des écueils, cette expérience-là
en la transmettant à d'autres parents, ça évite à ces parents de repasser par les mêmes, par le même chemin de croix. Donc, et puis ça rassure de voir qu'effectivement, il y a des parents qui s'en sont sortis, il y a des enfants qui ont bien évolué. Donc, je pense qu'effectivement, le travail que font ces associations est fondamental et justement à soutenir. Et d'une certaine façon, c'est à ce niveau-là que l'État peut intervenir, c'est-à-dire en soutenant ces associations qui sont fondamentales. On entend très souvent parler des enfants hyperactifs. Justement, l'hyperactivité, ça rentre dans son TDAH, c'est ça? Expliquez-nous. Ou l'hyperactivité, c'est totalement à part, du coup, qu'on comprenne bien. Oui, alors c'est... J'ai l'impression qu'on parle plus souvent des enfants hyperactifs en ce moment, c'est le fléau de notre société, où on en a un, Oui. plutôt que de TDAH, du coup. Tout à fait, parce que ce qui souvent fait parler, c'est ce qui est bruyant, et l'agitation, les troubles du comportement, c'est bien plus bruyant qu'un enfant qui est effectivement... dans sa bulle, ou qui effectivement n'arrive pas à se concentrer, Ouais. a des difficultés d'apprentissage, parce qu'effectivement son attention est sollicitée en permanence. Pour autant, ce que l'on peut rappeler, c'est que tout ce dont nous parlons, ce sont des symptômes. Et c'est l'association de ces symptômes qui concourt à constituer ce qu'on va appeler donc un trouble, un syndrome associant plusieurs choses. C'est-à-dire que cette hyperactivité, on peut la retrouver dans d'autres troubles, comme je parlais des troubles oppositionnels avec provocation, qui sont d'un autre registre, où là, la dimension provocatrice, transgression des règles, est effectivement présente, ce qui n'est pas le cas, effectivement, chez l'enfant hyperactif, TDAH. Ce que vous disiez est important, par exemple, à souligner, c'est que parmi les différentes expressions, vous notiez l'enfant qui va, du fait de son impulsivité, couper la parole, intervenir. C'est pas parce qu'il est mal élevé, c'est que cette impulsivité le pousse à intervenir. Et c'est là où ça va être très important de faire la différence entre cette impulsivité... Il est impulsif, il est curieux. Il est curieux, il est... Voilà. Eh ben, merci beaucoup, docteur, d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous, Irina Capron, Gilles-Marie Vallet, vous êtes pédopsychiatre. Je rappelle 2 de vos ouvrages qui sont... très intéressants. L'enfant de 6 à 11 ans, l'âge de raison, l'étape cruciale, titre un peu long, mais il faut le dire, c'est aux éditions Larousse, et les 101 règles d'or de l'éducation bienveillante, c'est également aux éditions de Larousse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué un peu plus qu'était ce TDAH. On se retrouve très vite sur School TV. N'oubliez pas que vous retrouvez l'ensemble de nos programmes sur schooltv.com. À très vite.